Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme promis, sera une foire aux questions. Alors le principe c'est simple, c'est comme à chaque fois que je dépasse un certain palier d'abonnés, ici en l'occurrence 20 000 abonnés, je vous propose de me poser vos questions et j'y réponds dans une vidéo. Donc j'ai pris certaines des questions que vous m'avez posées, j'ai pris une sélection de celles qui me semblaient le plus pertinentes pour tout le monde. Et donc je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. La première m'a été posée par Alan qui me dit « Bonjour Pierre, ma question, quels sont tes objectifs dans les langues cette année? Prévois-tu de te lancer dans le russe? Encore merci pour ton travail qualitatif et tous tes conseils. » C'est moi qui te remercie. Alors mes objectifs dans les langues n'ont pas beaucoup changé. Je sais que ça fait bizarre pour un polyglotte d'internet, comme on pourrait le dire, de pas apprendre une langue chaque année. Moi c'est aussi personnel parce que j'aime faire autre chose que des langues dans ma vie et je sais très bien qu'à partir du moment où je me lance dans des langues, c'est un niveau... Enfin, j'essaye d'atteindre un niveau assez élevé, donc ça demande du boulot, ce qui fait que vu que j'ai envie de faire autre chose, il faut faire des sacrifices. Et donc ça fait longtemps que j'ai pas commencé de nouvelles langues. Le russe, ça me tente toujours autant, évidemment, mais je pense que ce sera peut-être pour l'année prochaine. Mes objectifs pour les langues cette année, ce sera de continuer à peaufiner le japonais, ça commence à prendre forme, mais j'ai pas encore le niveau dont j'ai envie, parce que je voudrais vraiment avoir un niveau élevé. Et l'italien, pareil, j'essaye de continuer pour avoir un niveau très élevé. Sachant que l'italien, j'ai l'impression de stagner un peu parce que c'est vrai que à partir du moment où on arrive bien à se débrouiller dans une langue, il faut trouver des nouvelles choses qui vont nous pousser à aller de l'avant, des nouveaux défis. Ce qui fait que j'ai besoin de recalibrer un peu, de reconfigurer mon italien pour savoir où aller et me forcer, entre guillemets, à par exemple lire plus de textes avancés, etc. Donc je continue sur la lancée. Le russe, je pense que je vais m'y mettre parce que j'ai quand même très envie d'apprendre une nouvelle langue, de redécouvrir le plaisir des débuts, qui sont toujours plus ou moins faciles et rapides. Donc, mais ce sera peut-être pour l'année prochaine, sachant que j'ai plein d'autres projets en dehors des langues, et c'est vrai que j'ai que des journées de 24 heures, malheureusement. Alors ensuite, autour de Valentin, donc la question un peu longue, donc je vais aller directement à l'essentiel. L'apprentissage par immersion, lecture, audio, film, est-il selon toi généralement plus efficace que l'apprentissage plus classique par méthode de langue passé le niveau B1? Dans mon cas, j'ai le sentiment que mon assimile russe avancé ces derniers mois ne m'apprenait plus autant que de simplement écouter des podcasts ou lire en russe. C'est peut-être dû à une relative lassitude du matériel ou à la loi du retour sur investissement décroissant de l'apprentissage. Je voulais savoir si cela t'était déjà arrivé et si tu avais des commentaires à ce sujet. Voilà, donc j'ai passé la fin. Alors bon, ce que tu dis c'est très intéressant parce que c'est tout à fait vrai, et d'ailleurs quand tu parles de loi du retour sur investissement décroissant, bon ça fait très savant, mais en réalité il y a de ça, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, c'est qu'à partir du moment où on atteint un niveau plus avancé dans une langue, ça devient plus difficile de progresser, parce que il suffit de voir une phrase, quand on connaît pas du tout la langue, dans une phrase, tous les mots sont inconnus, donc tous les mots sont potentiellement de nouvelles choses à apprendre. Alors que par exemple, à l'inverse, quand on a un niveau très avancé, la plupart des mots d'une phrase, on va les connaître. Il y aura juste un seul mot peut-être qu'on va pas connaître. Et donc ce qui fait qu'on a moins de chances de découvrir de nouveaux mots et donc de progresser. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on se démotive très souvent quand on atteint un niveau intermédiaire, parce qu'on a l'impression de faire du surplace, que les résultats sont pas évidents, alors que parfois on en fait et il faut continuer à croire en soi. Donc pour répondre à ta question, donc tu me dis que ton assimile russe avancé, je pense que c'est le perfectionnement russe, si je dis pas de bêtises. Je crois bien qu'il y en a un pour le russe chez Assimile. Et ça m'est déjà arrivé, par exemple, pour l'italien, moi j'ai fini le perfectionnement italien depuis assez longtemps. Je l'ai même repris pour faire du thème, c'est-à-dire traduire du français vers l'italien. C'est dire si je l'ai disséqué complètement. Et c'est normal et c'est naturel. Et d'ailleurs j'en parle dans ma dernière formation sur tout l'aspect, toutes les stratégies pour continuer à apprendre une langue, de faire ce glissement à un moment, c'est-à-dire ne pas rester seulement sur des ressources pour apprenants, mais aller vers ce qu'on appelle les ressources authentiques et apprendre, comme tu le dis, en immersion. Pourquoi? Tout simplement parce que il faut revenir aux fondamentaux. Pourquoi est-ce que tu apprends une langue? Pourquoi en l'occurrence tu apprends le russe? C'est pour te plonger dans la culture russe, c'est pour comprendre les Russes quand ils te parlent, c'est pour comprendre les films russes, c'est pour pouvoir lire des livres russes par exemple. Et à partir de là, tu n'es plus simplement dans le matériel pédagogique. Tu n'as pas appris le russe pour rester sur du matériel pédagogique. Donc c'est à la fois normal et à la fois souhaitable de, au bout d'un moment, laisser tomber ça pour aller vers du matériel authentique. Alors, c'est toujours plus difficile parce que le matériel
pédagogique, c'est comme apprendre à faire du vélo avec des roulettes, alors que quand on est seulement sur de l'authentique, c'est sans roulettes, du vélo sur la chaussée, avec les voitures qui passent. Donc forcément, on passe tout de suite à un niveau plus avancé et plus violent, plus effrayant, mais c'est normal. Donc je ne peux que t'engager à aller plus loin dans ce processus et aller plus vers des contenus, comme tu me dis, lecture, audio, film, c'est-à-dire voir des films russes, écouter des podcasts en russe, lire des livres russes, et même si c'est difficile dans un premier temps, je sais pas trop si c'est ce que tu fais à l'heure actuelle, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé dans le détail, mais je te conseille vraiment de franchir ce pas. Ensuite, c'était un mail de Interista qui me dit « J'espère que vous allez bien, félicitations pour vos 20 000 abonnés, vous le méritez, c'est moi qui te remercie. J'ai une question, quels sont les mots les plus courants ou plus répandus en français ? Et je veux une liste de 10 000 mots, verbes, non adjectifs plus utilisés en français, merci beaucoup. » Alors donc tu fais partie de toute évidence des nombreuses personnes qui me regardent pour apprendre le français, et je sais que beaucoup de gens me demandent quand je lancerai quelque chose sur le français. Alors pour le moment c'est encore quelque chose que j'ai laissé totalement à côté, peut-être que j'y viendrai un jour, mais il faudra vraiment que je me pose pendant quelques semaines, même quelques mois, pour vraiment réfléchir à ça, et vraiment trouver quelque chose qui ne soit pas une redite de ce qui existe déjà, mais vraiment un truc très puissant, très ciblé pour un public précis de gens qui apprennent le français. Pour répondre à ta question, ce que tu veux, c'est les mots les plus courants ou les plus répandus, et une liste de 10 000 mots. Alors la liste de 10 000 mots, je ne peux pas te promettre qu'il y en a une sur Internet, mais je t'invite à regarder ce qu'on appelle des listes de fréquences, ou frequency list en anglais. Tu cherches ça simplement sur un moteur de recherche. Il y en a sur Wikipédia ou Wikimedia, enfin je sais plus, un site lié à Wikipédia. Il y a des listes de fréquences des mots les plus courants en français. Cela étant dit, quelle que soit la langue, le français ou une autre, attention à ces listes parce que je trouve que ce sont de mauvais supports pour apprendre. C'est très bien pour vérifier qu'on connaisse les mots, pour vérifier qu'on connaît plutôt les mots du français ou d'une autre langue les plus courants. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas avoir loupé un mot qui est fréquent, dont on aura peut-être besoin. Mais c'est pas forcément le meilleur support d'apprentissage. J'ai fait une vidéo à ce sujet, tu le trouveras ici ou là, je sais jamais. Mais en tout cas, j'ai fait une vidéo sur les listes de fréquences et tu pourras trouver facilement des listes de fréquences du français sur Google ou autre moteur de recherche comme tu le souhaites. Ensuite, j'arrive à la question de Myriam qui me dit « Bonjour Pierre, comment maintenir un niveau C2 une fois qu'on l'atteint ? J'ai passé le Goethe en C2 en allemand il y a quelques années. J'utilise toujours cette langue puisque j'habite en région germanophone. Pourtant, mon niveau régresse. Comment le maintenir ?» Alors, si je me souviens bien, ça fait très longtemps qu'on échange. Toi, tu habites en Suisse et tu as appris l'allemand pour pouvoir parler avec les germanophones de Suisse. Et donc, tu as un niveau très élevé, c'est-à-dire C2. Et d'ailleurs, le diplôme du Goethe est réputé assez difficile à passer, donc félicitations déjà. Ensuite, on arrive à une problématique qui est super intéressante. C'est la différence entre parler couramment une langue avec les gens dans la vie de tous les jours et le niveau académique qui est attendu par les examens. Ce qui fait que vous avez sans doute remarqué quand vous parlez, je ne sais pas, français, que même le niveau de français que j'utilise dans cette vidéo n'est pas le même forcément que celui qui sera demandé pour un niveau C2 en français à un examen. Et ça vaut pour toutes les autres langues. Donc tout simplement, si tu régresses en allemand, c'est que tu te spécialises, à mon avis, dans l'allemand parlé, donc je ne sais pas si c'est l'allemand de tous les jours ou professionnel ou les deux, et tout ce qui constitue le niveau C2, c'est-à-dire les attentes qu'on peut avoir à ce niveau dans un examen officiel, c'est-à-dire l'allemand livresque, l'allemand académique, l'allemand quasiment scientifique, tu ne l'utilises pas dans la vie de tous les jours. Et si tu veux maintenir cet allemand, il faut aller vers cet allemand justement. Donc je t'invite à lire si tu veux vraiment continuer sur cette lancée, et si ça correspond bien à ce que je pressens, parce que je n'ai pas passé ce test moi-même, eh bien à lire de la littérature allemande, aller vraiment voir des sites allemands assez complexes sur des sujets techniques qui t'intéressent, bien sûr. Et c'est là et seulement là que tu pourras maintenir ce niveau. Parce que c'est une évidence, si tu ne te sers pas de tout cet univers lexical dans ta vie de tous les jours en allemand, tu vas le perdre, ou au moins ça va rouiller, même si tu vas pas forcément le perdre en intégralité, ça va être plus flou dans ta tête. Donc ça correspond à des besoins. Voilà, c'est comme la question sur le russe. À partir du moment où on a besoin d'un certain usage avec la langue, on trouve toujours le moyen d'y aller. Donc tout simplement réfléchir à est-ce que tu as vraiment besoin de garder ce niveau en allemand, et si oui, aller vers les ressources que tu as utilisées
le type de ressources que tu as utilisé pour atteindre ce niveau, c'est-à-dire généralement la littérature classique. On arrive ensuite à la question d'Eve qui me demande « Bonsoir, en combien de temps peut-on apprendre une langue et la parler parfaitement ?» Ah, cette question, si seulement j'avais la réponse. Alors, j'avais déjà fait une vidéo dessus pour apporter des éléments de réflexion. Alors, combien de temps pour apprendre une langue? Ça dépend de quelle langue, ça dépend du niveau qu'on a dans l'apprentissage des langues, c'est-à-dire est-ce que c'est sa première langue en solo ou est-ce que c'est la 10e? Forcément, il y aura un impact très fort. Voilà, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre, sachant que bon, tu mets au moins une barrière, enfin une limite, c'est-à-dire parler parfaitement. Que veut dire parfaitement pour toi aussi? Enfin, je sais que je noie peut-être le poisson, mais c'est très compliqué de dire ça prend 1 an, 2 ans, 10 ans. Enfin, si tu veux atteindre un niveau courant, ça prend quelques années, c'est sûr. Si tu veux atteindre un niveau parfaitement bilingue, c'est-à-dire parler aussi bien que si c'était ta langue maternelle, et ben, il faudra quand même très longtemps. Je dirais même quasiment une vie, bon peut-être pas autant, en vivant dans le pays, en travaillant avec cette langue pour que ça devienne aussi automatique. Donc voilà, ça dépend, parce que si pour toi parler une langue ça correspond à être capable de pas trop faire de fautes quand tu t'exprimes, ça peut prendre quand même plus d'1 an, plusieurs années, et après si c'est être parfaitement bilingue, ça prend très très longtemps, 5-10 ans, enfin il faut pas compter son temps. Ensuite, une question de Corinne qui me dit « Bonjour Pierre, merci pour tes précieux conseils. J'ai une correspondante espagnole, mais pendant mes échanges, je n'arrive pas à penser en espagnol. Je l'apprends en autodidacte depuis 2 ans. Je pense ma phrase d'abord en français, puis ensuite je la dis en espagnol. C'est rageant. En te remerciant. » Alors, j'ai déjà aussi traité ce sujet dans une vidéo sur comment arrêter de penser en français et de traduire dans sa tête quand on parle une langue. Mais en tout cas, c'est un sujet que je me lasse pas d'aborder parce qu'il est fondamental. Si on a du mal à comprendre une langue, c'est que bien souvent, on va la traduire dans sa tête. Et je me suis retrouvé il y a pas très longtemps à écouter un japonais qui était traduit après en français, mais j'ai essayé quand même de comprendre le japonais. Il y avait des phrases où je décrochais un peu parce que je me rendais compte que malgré tout, il y avait des moments où je pouvais pas m'empêcher de traduire sur des phrases complexes, et là je décrochais parce qu'il était déjà passé à la suivante. Et voilà. Donc comment faire? Bah ça c'est vraiment le changement qui va faire qu'à un moment tu vas vraiment arriver à parler une langue couramment. C'est-à-dire ne plus penser en termes de mots comme un puzzle en se disant alors ce mot c'est quoi, ce mot c'est quoi, ce mot c'est quoi, parce que la traduction c'est ça et pas grand chose d'autre. Et tu vas passer à prendre des blocs de mots et à savoir exactement ce que c'est. Donc pour y arriver, continuer la conversation avec des locuteurs natifs, c'est indispensable. Et encore une fois, pratiquer beaucoup d'écoute, lire, enfin continuer sur ta lancée. Ça va venir et plus tu te rendras compte que tu penses dans la langue, que tu arrives à prendre la langue comme ça par groupe de mots, par phrase entière rapidement, plus ce sera un indice fiable que tu es sur la bonne voie. Donc ne t'en fais pas si tu es encore sur ce mauvais réflexe. Il est normal, il est naturel, le cerveau traduit comme ça naturellement, mais ça finit par passer à force de pratique et ça va prendre le temps que ça prendra, mais ça finira par passer. Ensuite, une question de Arab Ouria. Monsieur, bonsoir, je trouve beaucoup de difficultés pour apprendre le français. Est-ce que vous pouvez me donner quelques conseils? Merci à l'avance. Alors, la question est quand même assez large, donc je ne peux pas forcément donner des conseils pour le français sans savoir à la base. N'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont tes difficultés précises, que ce soit la prononciation, l'orthographe, que tu n'arrives pas à comprendre les choses à l'oral, que tu aies du mal à lire, enfin voilà, ça peut être plein de choses, ça peut être un problème ou plusieurs problèmes à la fois. Donc à toi de me dire exactement quelle est ta difficulté pour que je puisse y réfléchir. Parce qu'après, à la question générale, je peux donner qu'une réponse assez générale, c'est-à-dire travaille bien sur la prononciation, parce que le français c'est souvent très différent au niveau de la prononciation à l'oral par rapport à l'orthographe à l'écrit. Donc travaille aussi l'orthographe, la grammaire, parce que le français il y a quand même pas mal de subtilités. Et ensuite beaucoup de pratique, c'est-à-dire parle autant que possible avec des francophones, lis des choses en français à ton niveau, écoute, regarde des séries, des films en français, il y a énormément de très bonnes choses et ça va venir. Donc n'hésite pas à préciser ta difficulté en français pour que je puisse simplement trouver des solutions pour toi. Ensuite, une question de Pierino Bellafonte ou Pierino Bellafonte, peut-être en italien. Alors bonjour, comment se préparer à un test de langue ? Quel défi linguistique souhaiteriez-vous tenter dans les prochaines années?
Je profite de ce message pour vous remercier pour votre travail. C'est vraiment très intéressant. Bon, ça me touche en tout cas. Première question, comment se préparer à un test de langue? Il y a 2 choses à faire pour un test de langue. C'est d'abord être bon dans la langue et ensuite être bon pour le test. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que forcément, si vous n'avez pas le niveau dans la langue, vous aurez du mal avec le test, mais c'est souvent plus subtil. Parce que, je pense que vous avez remarqué, que ce soit à l'école ou par la suite, quel que soit le test, ou même si vous avez fait comme moi des préparations au concours ou des choses comme ça, la moitié de la réussite d'un examen, ça correspond au format de l'examen. Et par exemple, quand j'avais passé le TOEFL comme ça en tant qu'étudiant, je m'étais dit allez, il faut que je passe le TOEFL. Je m'étais présenté après avoir énormément travaillé la forme de l'examen. C'est-à-dire j'avais le niveau en anglais, je pense que j'avais largement le niveau en anglais. Et j'ai beaucoup travaillé sur la forme de l'examen parce qu'il y avait des difficultés qui, même si on parle bien anglais, peuvent mettre des bâtons dans les roues. Je prends un exemple encore une fois pour le TOEFL, il y a une partie speaking. Et dans la partie speaking, ce qu'il y a, c'est que il y a une question qui est posée, ensuite il y a un temps très précis pour réfléchir, de l'ordre d'1 minute, et ensuite un temps très précis pour répondre, de l'ordre de 30 secondes à 1 minute, après quoi le micro se coupe. C'est-à-dire si vous bafouillez, si vous n'arrivez pas, si vous êtes pris au dépourvu, voilà, c'est foutu. Et ça n'a rien à voir, strictement rien à voir avec vos capacités en anglais. C'est simplement, est-ce que vous êtes prêt pour ça? Donc moi ce que j'avais fait, j'avais pris des vidéos sur YouTube, et je m'étais entraîné avec un chrono à réfléchir, à répondre. Et une fois que j'étais arrivé à l'examen, j'ai bien réussi ça, ce qui m'a permis d'avoir, je crois, 110 sur 120 au TOEFL. Et voilà. Et après, j'ai été très bien préparé pour les autres examens. Au TOEIC, par exemple, parce que j'ai pas passé énormément d'examens, je m'étais même pas préparé. En fait, c'était mon école, enfin l'école où j'étais qui organisait ça. Je croyais que c'était un partiel sous forme de TOEIC blanc, mais c'était vraiment le TOEIC. Donc j'ai passé le TOEIC sans vraiment m'en rendre compte. J'ai eu la note maximale 990 sur 990. Et ça tient à 2 choses, c'est-à-dire j'avais un niveau d'anglais très largement suffisant parce que j'avais fait énormément d'anglais auparavant. C'est de la pratique qui fait tout. Et ensuite parce que vu que je m'étais beaucoup préparé au format examen parce que j'avais fait des études assez longues où j'avais été bien préparé tout seul en autodidacte ou pendant mes études à des formats où il fallait être précis dans les temps, rapide, etc. J'avais bien réussi. Donc en tout cas, si vous voulez passer un examen de langue, évidemment travaillez le niveau dans la langue, mais regardez tout ce qui est annales, résultats, s'il y a des sujets blancs ou autres, parce que maîtriser la forme, le format de l'examen, c'est fondamental pour le réussir. Alors que si on a seulement le bon niveau en langue, on peut s'en sortir évidemment, mais on peut perdre pas mal de points, je trouve. Quel défi linguistique souhaiteriez-vous tenter dans les prochaines années? Donc là, je vais prendre, c'est une question qui m'a plus ou moins été posée pour cette année. Comme défi, bon, je pense que le russe, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Après, il y a plein d'autres langues qui m'intéressent potentiellement, que ce soit même... il y en a tellement, peut-être l'espagnol, le chinois, enfin bon, il y en a plein, évidemment quand on aime on ne compte pas, donc je verrai. Après, est-ce que j'ai vraiment un format défi? Je sais pas, essayer d'apprendre une langue le plus vite possible, mais bon, généralement j'essaye maintenant d'être assez efficace. Je verrai, mais en tout cas oui, j'aimerais apprendre d'autres langues, mais c'est aussi déjà pousser les langues, soit que j'ai en ce moment, soit que j'ai apprises par le passé, qui ont un petit peu rouillé, encore au niveau supérieur, toujours à un meilleur niveau. Et ça, c'est quand même déjà un bon défi en soi, je pense. Ensuite, Stéphane Fernandez. Bonjour, question pour la FAQ pour le japonais. Quel niveau as-tu et combien de temps pour y parvenir? Là, je démarre avec Mina no Nihongo. Merci pour tout le contenu que tu proposes sur YouTube. Donc, je te remercie aussi. Alors, le japonais, je sais que vu que je l'apprends, il y a beaucoup de gens qui l'apprennent en France et qui me posent des questions. Et bon, c'est une langue qui m'intéresse énormément à 2 titres. D'abord pour la langue elle-même. Et ensuite pour comment je pourrais la transmettre, parce que le japonais, alors je pourrais dire que ça fait une éternité que je l'apprends, parce que je crois que j'ai commencé à l'apprendre la première fois, ma première tentative c'était quand j'avais je crois 17 ans. Donc ça a peut-être découragé, mais bon, plus sérieusement je m'y suis remis en 2015 vraiment, j'ai vivoté un peu et après je dirais que je dois être, je me suis pas vraiment interrogé là-dessus, je dois être au niveau B1 quand même je pense. J'ai regardé récemment de la grammaire et je regardais le niveau JLPT parce que j'avoue que je m'en fous un peu des trucs que je regardais, c'était plutôt niveau 3 ou niveau 2 parce que bon, vu que je regarde un peu la grammaire comme je veux, je tombe sur des niveaux différents. Donc a priori JLPT 4 je dois l'avoir parce que tous les trucs je les connais. Donc après encore une fois se préparer un examen comme je l'ai dit pour la question précédente, c'est pas seulement connaître la grammaire, je prétends pas que j'aurai cet examen facilement.
Donc je dois en être à peu près là. Donc ça peut sembler très long, le temps que j'y ai passé. Normalement, je passe moins de temps, je pense, pour apprendre une langue. Mais ce qui s'est passé avec le japonais, c'est que j'ai mis aussi beaucoup de temps à chercher plusieurs manières d'apprendre. Et je pense que j'ai perdu beaucoup de temps à tester énormément de choses. Donc tu pourras atteindre un niveau équivalent au japonais en moins de temps. Après, disons que vu que ça implique quand même de faire pas mal de choses, c'est-à-dire quand tu vas apprendre tout le japonais, c'est-à-dire le lire, l'écrire, le parler, etc., il y a quand même énormément de choses à apprendre. C'est pas plus dur ou facile qu'une autre langue, mais entre les kanji, utiliser les bons compteurs numériques ou les choses comme ça, toutes les nuances, tous les mots qui se ressemblent mais qui ont un sens légèrement différent les uns des autres, enfin le japonais est ultra précis comme langue, c'est vrai que ça demande du temps, et surtout que c'est la première langue asiatique que j'apprenais. Ensuite, ce que je peux dire, je fais pas de mystère sur le fait que j'aimerais beaucoup proposer des choses pour le japonais. Je pense bientôt écrire un article qui s'appellera sans doute le guide ultime pour commencer à apprendre le japonais, donc ce sera plutôt sur le blog, comme ça permettra de mieux poser les idées. Ce que je peux dire pour le japonais, c'est que Minano Nihongo déjà c'est très bien comme ressource, hein, parce qu'il parle assez vite, c'est quasiment tout en japonais et c'est carrément les trucs en français c'est dans un autre livre de traduction, donc c'est un bon environnement immersif. Après moi ce que je regrette avec le japonais c'est que c'est souvent inféodé à la logique du JLPT, qui est l'examen que les étudiants se doivent de passer, bon moi je m'en fous, hein. Mais c'est ce qui fait qu'on apprend souvent le japonais de manière très encyclopédique. Parce que quand je regarde les trucs JLPT, c'est on apprend tel truc de grammaire, tel truc de grammaire, tel truc de grammaire, séparément les uns les autres. Alors que, par exemple, si on prend une approche plus transversale, je vais donner un exemple, tu apprends par exemple que la base verbale en masse, sans le masse, plus nikoi, ça veut dire c'est difficile. Tabe nikoi, ça veut dire il est difficile de manger. Après, tu apprends qu'avec base verbale plus gatai, ça veut dire il est difficile de faire quelque chose. Par exemple, shinji gatai. Donc il est difficile de croire, c'est incroyable. Ou alors, il y a aussi zurai qui est plutôt sur quelque chose qui nous fait mal au cœur. Sauf qu'on apprend rarement ça pour dire comment dire il est difficile en japonais. On va apprendre ça, 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 et on se retrouve avec plein de choses qu'on apprend, et en fait on a des nuances et on sait pas quoi en faire. C'est comme les nombreuses façons d'utiliser l'impératif, que ce soit la forme impérative des verbes, que ce soit en asai, que ce soit en tekodasai, ou des choses comme ça. Et assez souvent le japonais est pas enseigné de manière assez transversale comme ça, c'est-à-dire que on n'essaye pas de nous expliquer suffisamment, en tout cas sur les sites français, même s'il y en a qui sont très bien faits, comment on peut utiliser le japonais soi-même. On l'apprend souvent comme un truc encyclopédique. Il y a des choses un peu plus vivantes en anglais, mais je trouve que pour le japonais, passer le niveau débutant, parce que apprendre les particules wa et ga, c'est très bien, c'est indispensable même, mais il est difficile, je trouve, de trouver des ressources en français qui vont vraiment permettre de manière claire, sans embrouiller l'apprenant, à passer à un niveau beaucoup plus avancé. Donc j'aimerais un jour proposer ma formation de japonais, pour aller plus vite parce que c'est quand même un sacré morceau, je trouve ça absolument passionnant. Donc en tout cas si tu te mets au japonais, bon courage, ganbatte kudasai, et je te conseille d'y aller avec entrain. On arrive à la dernière question de Hydrafi. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à dénigrer sa langue natale pour la FAQ? Question qui semble étrange. Cependant cela peut exister. Par exemple, je préfère largement le néerlandais au français. Bon, c'est difficile de répondre parce que quand tu parles de dénigrer, je sais pas exactement ce que tu veux dire. Est-ce que c'est préférer le néerlandais au français par exemple, ou est-ce que c'est dire le français c'est nul? J'ai envie de dire que tous les goûts sont dans la nature, donc on peut très bien ne pas aimer sa langue maternelle pour plein de raisons. Donc moi j'ai rien contre le français, mais peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas le français. Il y a déjà des gens qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas leur langue maternelle, c'est bizarre, ou qu'ils la trouvaient trop dure, trop compliquée sur des points. Et qu'est-ce qui peut pousser? Ça peut être je pense des questions d'identité, c'est-à-dire on peut ne pas se sentir accepté dans son pays, on peut ne pas se sentir en phase avec la société dans laquelle on vit, et par ricochet la langue va pas nous plaire, ou alors on peut se rendre compte qu'il y a une autre langue qui nous plaît, qu'on adore, et que à côté notre langue maternelle nous paraît soit illogique, soit pas belle, ou quoi que ce soit. Après je pense que je suis toujours convaincu que par rapport au fait d'aimer ou pas aimer une langue, c'est très lié à des facteurs beaucoup plus psychologiques, sociaux, que vraiment si on aime les sonorités ou pas. Parce que je pense que les sonorités, en fait, on s'en accommode très bien au bout d'un moment, et bon, sans adorer, on finit juste par faire l'impasse dessus. Alors que je pense que tout ce qui est viscéral à ce point, c'est plutôt des questions d'ordre émotionnel, d'identité, de culture.
Donc voilà, je peux pas vraiment répondre à tes questions, en tout cas pour toi, parce que je connais pas ton cas personnel au-delà de ce que tu m'as donné comme information. Et qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à dénigrer sa langue natale? Ça peut être aussi, bon bah je sais pas, dénigrer... je sais pas, il y a beaucoup de gens aussi dans nos sociétés actuelles occidentales qui dénigrent leur culture, qui dénigrent leur pays parce que soi-disant tel ou tel pays a été méchant par le passé ou je sais pas quoi, et ça peut amener par un peu une forme de haine de soi, hein, utilisons les bons mots, à dénigrer tout ce qui touche à notre culture, dont la langue, et dire je sais pas, le français c'est la langue de l'impérialisme, c'est pas bien, gna gna gna. Le prendre de manière aussi viscérale et autant à cœur et dénigrer sa langue. Donc voilà, je peux pas plus te répondre. Après, ça me semble pas hors du commun que quelqu'un dénigre sa langue maternelle, même si généralement on retourne vers sa langue maternelle comme une sorte de pilier parce que c'est la langue qu'on a toujours entendue, toujours parlée, et c'est rare qu'on la déteste. Après, voilà, tout est possible dans ce monde. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions, donc il y a 2-3 petites questions que j'avais eues par mail, auxquelles je répondrai plutôt par mail parce que c'est des cas très précis. Et en tout cas, voilà, si vous avez d'autres questions, s'il y a des choses qui vous viennent en tête, il y a une section commentaires juste en bas de cette vidéo, c'est fait pour ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. J'avais, oui, quand même, c'est moi plutôt qui vais vous poser une question, c'est, n'hésitez pas à me dire ce qui pourrait vous aider à l'avenir. Parce que ça fait maintenant 5 ans plus de 5 ans et demi que je blogue sur les langues. Ça fait plus de 3 ans que j'ai une chaîne YouTube sur les langues. Et c'est vrai que moi aussi j'ai besoin de changements, à la fois parce que j'ai besoin de nouveautés dans ma vie, dans ce que je fais au jour le jour, mais aussi pour être le plus en phase possible avec vos besoins. Donc la difficulté que j'ai, c'est vu que j'ai une approche très polyglotte, c'est-à-dire comment se faire une vie de polyglotte et comment savoir apprendre les langues, apprendre à apprendre les langues, ça va me couper des gens qui veulent que de l'anglais, que de l'espagnol, que de l'allemand, et qui ont tout à fait raison d'avoir cette approche. Voilà, chacun ses goûts, chacun sa manière de voir les choses. Cela étant dit, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je fasse du contenu, que ce soit à la fois du contenu gratuit, articles vidéo, ou du contenu payant, que ce soit des formations dans lesquelles je vous accompagne personnellement dans un projet, par rapport à une langue, sur des problématiques, si c'est une langue, à quel niveau, parce que voilà, japonais pour débutants et japonais intermédiaire, c'est pas du tout la même problématique. Si vous avez envie de voir tel ou tel sujet, je sais que sur le japonais et aussi sur le finnois, je finirai par faire une vidéo sur le finnois, c'est promis. Des défis pour apprendre une langue, quand je me mettrai à une nouvelle langue, ou même si je teste un jour comme ça une langue pour la science, je vous en parlerai. Voilà, n'hésitez pas parce que c'est pas simplement des vidéos pour moi, pour m'écouter parler, c'est aussi des vidéos pour vous apporter des choses à mon humble niveau. Donc s'il y a des éléments que vous avez envie de voir, je garderai pas forcément toutes les recommandations parce qu'il faut bien que je fasse des choix. Mais n'hésitez pas à m'en parler, que ce soit pour apprendre le français, l'anglais, une autre langue, que ce soit à divers degrés de votre apprentissage. Si vous avez des problématiques qui, vous le pensez, ne sont pas traitées à l'heure actuelle dans mes nombreuses vidéos et aussi dans mes formations, voilà, franchement, vous pouvez tout lâcher, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Ça m'aidera parce que, encore une fois, c'est un va-et-vient constant entre le créateur de contenu et son public pour vous aider à apprendre la langue de votre choix. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette aventure. Elle va continuer encore longtemps, je l'espère. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez rejoindre la communauté et vous abonner. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous verrez directement les prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi rejoindre mes contacts mail privés. J'envoie de plus en plus d'emails dans lesquels j'essaye d'avoir des réflexions plus poussées pour l'apprentissage des langues, pour vous donner mes impressions, vous faire part d'études, donner des conseils, vous présenter ce que je fais plus en avant. Donc en tout cas, il y a le lien dans la description, vous inscrivez, c'est gratuit et en plus vous recevrez ma mini-formation de 40 minutes, 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire qui marche pour absolument toutes les langues de la planète et du monde extraterrestre. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!